Chers amis internautes, merci de votre fidélité au journal de la semaine écoulée proposé par votre site silweb.com. Un journal marqué par la fin du carême, un moment de ferveur pour toute la communauté chrétienne. À Thiès, l'évêque de Thiès a livré le message de Pâques. Le Christ est ressuscité, c'est le message. Message confirmé par le ressuscité lui-même, apparaissant avec son corps aux femmes d'abord et ensuite aux apôtres et à beaucoup d'autres de ses disciples. Christ est ressuscité, c'est le cœur de notre foi. Nul n'a vu et nul ne verra son corps dans le tombeau qui reste à jamais vide. Ceux qui vont au pèlerinage en Terre Sainte voient le tombeau vide. Il reste vide à jamais parce qu'il s'est levé d'entre les morts. Voilà la merveille de Pâques célébrée par la foi. Affirmer la résurrection du Christ, c'est proclamer sa mort par amour, toutefois, par amour pour les hommes, pour chacun et chacune d'entre nous. Par son sacrifice, en effet, le Christ a obtenu à toute l'humanité la libération du mal, du péché et de la mort, le don de la réconciliation avec Dieu, le don du salut et de la vie éternelle. Voilà ce qu'apporte à l'humanité la résurrection du Christ. C'est cela qu'on appelle la rédemption. Et en ressuscitant, Jésus donne la preuve de l'accomplissement total et définitif de la rédemption. De ce point de vue, la résurrection est bien la réponse de Dieu à l'amour, au sacrifice du Christ sur la croix. Transport urbain, 8 nouveaux minibus viennent s'ajouter à ce qui existait déjà au niveau de Thiès. C'est dans le cadre du renouvellement du parc automobile. Ainsi, le secrétaire général du ministère des infrastructures et du transport a saisi l'occasion d'une remise des 8 clés au GIE en charge du transport interurbain à Thiès pour revenir sur l'enjeu et l'importance de ces minibus au niveau de la sécurité en ce qui concerne la circulation. 607 véhicules qui ont été remplacés au niveau de la région de Dakar. Mais sur l'invite, sur les recommandations de monsieur le chef de l'État et du Premier ministre, le programme a été développé et déroulé dans les régions intérieures. C'est dans ce cadre que 250 minibus ont été distribués dans les autres régions intérieures du Sénégal. Je veux nommer la région de Louga, de Saint-Louis, la région de Ziguinchor, de Tambacounda, de Kaolack, etc. Alors aujourd'hui, nous en sommes à la deuxième phase. Et cette deuxième phase concerne 200 minibus. 200 minibus que nous allons distribuer dans les régions de Thiès pour renforcer le parc, de Louga, et nous reviendrons après dans la région de Ziguinchor. Il est évident que d'autres villes comme Mbour, comme Diourbel, comme Touba sont concernées par ce programme. Alors je voudrais saisir l'opportunité de votre micro pour féliciter les transporteurs de Thiès qui font un très bon travail. Parce que j'ai demandé un peu à connaître le plan d'affaires, le business plan, et on me fait savoir, le CETUD a les chiffres, on me fait savoir que l'exploitation est excédentaire. Ce qui témoigne de la vitalité, de la profitabilité de ce programme. Souvent d'ailleurs je le dis, quand certains quartiers sont enclavés et qu'il y a une demande qui est là, nous portons cette question à l'attention des transporteurs. Parce que, je le dirai tantôt en Wolof, les Wolofs disent que certains quartiers, les gens ont besoin d'être transportés. Les véhicules sont là pour transporter les gens. Mais enfin, je pense que la rencontre de l'offre et la demande, c'est ça qui est recherché. Maintenant, la rencontre de l'offre et la demande dans les meilleures conditions. Et c'est ce qui est en train d'être fait. En tout cas, moi, je suis très satisfait de ce qui est en train d'être fait.
Le ministre délégué en charge de la requalification et de la reconstruction des banlieues a effectué une visite de terrain dans la capitale du rail et donc s'est rendu dans les zones inondables. Cette visite rentre dans le cadre des opérations pré-hivernales du ministère. Pape Gorgui Ndong a saisi l'occasion de cette visite pour annoncer la construction de 210 logements pour donc reloger les familles qui sont dans des sites non édificandés. Accompagné des autorités administratives et locales de Thiès, le ministre délégué en charge de la structuration et de la requalification des banlieues a fait le tour des zones inondables de la capitale du rail pour prendre les devants à quelques 2 ou 3 mois de l'installation de l'hivernage. Effectivement, je suis venu ici à Thiès ce matin dans la perspective de la continuité de la tournée que nous avons entamée depuis presque une semaine et qui doit sillonner l'ensemble du territoire national pour s'enquérir d'abord de la situation pré-hivernale et de proposer aux plus hautes autorités un document cadre qui nous permettra avec des mesures transitoires de répondre effectivement et efficacement aux doléances des populations concernant la gestion des inondations. Le ministre délégué a par ailleurs annoncé le financement pour la construction de 210 logements à Thiès destinés au relogement des familles qui sont dans des zones non édificantes comme Nguent Horticole. Zones comme Nguent Horticole où il ne faudra pas seulement des mesures structurelles, mais il faudra tout simplement une requalification de la zone. Une requalification de la zone avec le relogement des populations de Nguent. Et ceci, bien heureusement d'ailleurs que le gouvernement du Sénégal a travaillé depuis un certain temps avec la Banque islamique de développement, les partenaires techniques et financiers pour l'accompagner dans un ambitieux programme de construction de logements sociaux à travers tout le territoire national. Ici à Thiès, 210 logements sont concernés. Le maire de la ville, Talla Sylla, parlant au nom de ses collègues maires et des populations, s'est réjoui de la visite du ministre délégué. Et des collectivités locales qui n'ont pas toujours les moyens de leur politique, disons, dans ce domaine-là. Mais l'État sait qu'il y a des choses à faire. Mais ces choses doivent être faites bien avant donc l'hivernage. Ainsi que Ablaye Yakhine, marché Khelgue à Ersan, le Dalo de Sampaté, Nguent Horticole ou encore le canal de Jules Chagnan ont reçu la visite du ministre. Pendant 2 jours, les 21 et 22 avril, Thiès a été la capitale de l'enseignement supérieur et pour cause, les recteurs et présidents d'universités francophones et de l'océan Indien se sont retrouvés au niveau de Thiès pour une assemblée générale statutaire. Suivant Makhtar Moursek, il est le recteur de l'université de Thiès, mais également le président de cette structure panafricaine. Je voulais d'abord commencer par remercier mes collègues recteurs, présidents et directeurs d'institutions d'enseignement supérieur, membres de la CRUFA aussi, d'avoir choisi la ville de Thiès, l'université de Thiès, pour abriter cette assemblée générale qui est d'une importance capitale. Vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avions connu des difficultés dans nos fonctionnements dans les années précédentes et nous étions et nous sommes en train en tout cas de reprendre cet outil qui est un outil extrêmement important qui nous permet en tout cas, disons, une large collaboration interuniversitaire africaine. Donc l'objectif de cette assemblée, c'était bien entendu de remettre à flot les statuts et le règlement intérieur de manière en tout cas à mieux asseoir notre modèle de fonctionnement. C'est un élément extrêmement important. L'autre élément important, c'est le thème de la conférence qui concerne le numérique. On en entend beaucoup parler, on en dit beaucoup de bien, nous n'en sommes pas sûrs du tout et aujourd'hui nous voudrions être éclairés et le professeur Moussalo est là pour nous apporter un certain nombre en tout cas d'informations, d'éclairages pour que la communauté puisse s'en saisir, puisse se saisir de cet outil et si ça devrait régler nos problèmes de mobilisation et nos problèmes de manque d'infrastructures, ce serait une bonne chose si bien entendu le coût de l'investissement était à notre portée.
Venu présider la rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur Mary Teuw Niane s'est réjoui de cette assemblée générale qui s'est tenue à Thiès. Mary Teuw Niane est revenu sur les actes déjà posés par le gouvernement en ce qui concerne l'enseignement supérieur. La communauté universitaire de Thiès d'avoir organisé cette assemblée générale de l'ensemble des recteurs des pays, des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien. C'est un cadre très important, qui est un cadre qui prolonge à la fois le CAMES et qui prolonge aussi l'agence universitaire de la francophonie, qui est le plan, le programme adopté en conseil présidentiel de l'enseignement supérieur qui comporte 11 décisions et 69 recommandations prises par le président de la République, M. Macky Sall. L'objectif aujourd'hui, c'est de le réaliser d'ici 2018. Et ceci va nous permettre d'accélérer le processus d'une part de l'accès à l'enseignement supérieur en ayant des établissements d'enseignement supérieur de proximité, qu'ils soient publics ou privés, d'avoir un enseignement supérieur de qualité puisque arbitré par l'autorité nationale d'assurance qualité, de mettre le numérique au cœur de l'ensemble, qu'il s'agisse de l'enseignement, qu'il s'agisse des formations, qu'il s'agisse des services, de l'administration, mais aussi de relier cela à la recherche. La recherche pour résoudre les problèmes de développement. Les 293 agents contractuels de la Sénélec qui avaient été licenciés en 2015 ont tenu une assemblée générale cette semaine pour exiger l'application du protocole d'accord qui a été signé en février 2016 avec le nouveau directeur général. Ces ex-agents qui donc ont été renvoyés de la boîte interpelle le président de la République et exige leur intégration. Beaucoup d'entre nous ont occupé des postes de 3 à 15 ans. Ils ont 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Et beaucoup d'entre nous, la Sénélec avait pris comme engagement de réintégrer tous ces travailleurs. Mais l'ancien DG qui était là avait comme motif, pour caser certains de ses parents, il nous a tous licenciés, abusivement. Ils sont en train de faire leur visite médicale pour attendre leur embauchement et leur signature en 1 mois. Alors que la Sénélec avait dit qu'en priorité, en 2017, en priorité, s'il y avait des besoins d'embauche, il va prendre sur ces 493. Il reste 293. En priorité, il va prendre ces 293. Malheureusement, cela n'est pas fait. Et, au lieu de prendre ces 293 travailleurs, ils ont pris leurs parents à notre place. Et ce qui n'est pas normal. Non, on ne peut pas postuler sur ce concours. Dans la mesure où non seulement on a déjà fait 15 ans dans l'entreprise, mais on a été lié avec la Sénélec par un protocole d'accord qui a été signé et approuvé par la Sénélec. Alors que malheureusement, ce protocole d'accord est en train d'être violé par le directeur des ressources humaines de la Sénélec. La semaine écoulée a aussi été marquée par le lancement du projet agricole Lion du Diobass, un projet de 100 hectares signé dans le cadre de la coopération décentralisée entre le secteur privé hollandais et la commune de Noto Diobass. Suivons ce reportage. Nous sommes aujourd'hui ici au Golfanning faire l'inauguration de notre projet. Mais notre mission a juste commencé. Nos ambitions sont beaucoup plus larges et nous voudrions jouer un grand rôle dans votre secteur agricole. Une initiative saluée à sa juste valeur par l'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal. Nous célébrons cet après-midi le lancement d'un projet qui symbolise parfaitement tout ce que les Pays-Bas souhaitent faire au Sénégal et avec le Sénégal. L'investissement d'une entreprise néerlandaise au Sénégal qui sera bénéfique au Sénégal et particulièrement à la commune locale et qui est un exemple d'une coopération économique plus étroite. Le maire de Diobass s'est réjoui quant à lui du lancement de ce projet qui a des retombées socio-économiques pour les populations locales. D'abord, je voudrais
féliciter le groupe de la famille Bimser Boer qui, d'exportateurs d'oignons depuis la Hollande vers le Sénégal, sont devenus des investisseurs directs ici dans le Djobas. Tout à l'heure, M. Yann me disait qu'ils ont investi plus d'1 million d'euros à ce jour, alors que le projet n'est pas encore complètement terminé. Nous les avons accordé 100 hectares, dans lesquels aujourd'hui nous avons 22 qui sont en production. L'impact sur le plan social, je pense que je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon message. Cette famille, ce groupe a investi dans les pistes de production, construit un poste de santé, construit un marché pour la commercialisation des produits pour les femmes de la localité, mais également construit un centre de formation pour enseigner les meilleures pratiques sur le plan de la production et sur le plan de la commercialisation justement de ces produits agricoles comme l'oignon. Sur le plan économique, c'est une entreprise qui exportait de l'oignon vers le Sénégal. Aujourd'hui, elle produit au Sénégal. C'est une excellente nouvelle sur la balance commerciale. Cela veut dire que les importateurs sénégalais qui allaient aux Pays-Bas remplir des bateaux et venir au Sénégal viendraient ici, dans le Djobas, acheter le même produit. Nous sommes dans le Djobas, nous y restons, mais cette fois-ci pour parler politique avec le grand meeting du grand parti qui s'est tenu dans le Djobas à Sessène précisément. Un meeting qui a donc failli être perturbé du fait de la réaction des populations qui sont avec le maire Alioune Sarr. En effet, Alioune Sarr était également en tournée dans la localité et donc arrivé à hauteur du meeting, les responsables et partisans d'Alioune Sarr ont voulu montrer qu'ils étaient les maîtres des lieux. Nous ouvrons à présent la page internationale avec Fatima Elisabeth Nyon. La 11e élection présidentielle de la 5e République et de la 10e au suffrage universel direct devant désigner le successeur du président sortant François Hollande, qui a fait le choix de ne pas se présenter à sa propre succession, a livré ses résultats. Une élection sous haute surveillance qui a eu la particularité de se dérouler sous état d'urgence. Au terme du premier tour de ce scrutin effectué avec 11 candidats, Emmanuel Macron arrive en tête devant Marine Le Pen et tous les deux se qualifient pour le second tour. Deux des autres candidats éliminés, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, arrivent néanmoins à moins de 2% derrière Marine Le Pen. Les deux candidats au deuxième tour prévu le 7 mai n'ont pas eu de répit. Ils multiplient les contacts afin d'amasser un maximum de soutien pour la victoire finale. Un attentat a fait un mort sur les Champs-Élysées jeudi 20 avril. Un homme a arrêté sa voiture derrière un car de police et ouvert le feu à l'arme automatique sur les gardiens de la paix. L'un d'eux a été tué sur le coup, deux autres grièvement blessés. Une passante a également été légèrement touchée par une balle perdue. L'assaillant finira par être abattu. Près d'Alep, un attentat à la voiture piégée contre des bus transportant des personnes évacuées en vertu d'un accord signé en mars entre les rebelles et le régime a fait 112 morts. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le kamikaze conduisait une camionnette transportant de l'aide humanitaire et l'a fait exploser près de 65 bus. 4 jours après l'attentat, le processus d'évacuation des localités assiégées en Syrie a repris sous haute surveillance. Un site officiel nord-coréen a averti les États-Unis qu'ils seraient rayés de la surface de la Terre si Washington déclenchait une guerre sur la péninsule, dernier épisode en date des échanges de menaces qui alimentent les tensions dans la région. Samedi, le vice-président américain Mike Pence avait annoncé que le porte-avions américain Carl Vinson et son groupe arriveraient dans quelques jours en mer du Japon, alors que les rumeurs sur un possible 6e essai nucléaire nord-coréen sont insistantes. Merci Fatima Elisabeth Ndion pour cette page internationale. À présent, nous cédons la place à Mbaïba pour sa page sport.
Le 12 août 2017, l'Assemblée générale de renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise de football va se tenir à Dakar. L'actuel président, Maître Augustin Senghor, l'a annoncé, tout comme sa candidature. Au sortir d'une rencontre d'information et de partage, il a tiré un bilan financier positif, une brillante participation de l'équipe nationale du Sénégal à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Gabon et les bons résultats des U20 et U23, sans oublier le beach soccer. Maître Augustin Senghor a aussi annoncé l'ouverture prochaine de l'hôtel fédéral dès que le bureau régional de la FIFA est fonctionnel à Dakar. Pour le moment, aucune autre candidature au poste de secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football n'est encore agitée. Merci donc, chers amis internautes, voilà tout pour cette édition et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine.